C'est-à-dire que je pense que s'occuper d'une équipe, c'est un petit peu comme s'occuper d'un orchestre. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Qui ne s'est jamais senti emporté par une musique en particulier, un morceau qui vous fait danser, pleurer ou qui au contraire vous insupporte ? Tout particulièrement lorsque l'on travaille avec des bébés et de jeunes enfants, la musique de la voix, son timbre, son intensité, son débit, son rythme, ses silences, ce que l'on appelle la prosodie du langage, a toute son importance. Entourer le bébé de personnes qui parlent et qui lui parlent avec une musique langagière particulière, avec le désir de s'adresser à lui et avec un intérêt pour ses productions vocales qui sont de la musique avant de devenir des mots, est essentiel. Sinon, à quoi bon parler ? C'est cette partie musicale du langage qui intéresse Bernard Gols. Pédopsychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, essayiste, président de différentes associations, il est ce psychanalyste engagé autant auprès des bébés, des enfants, des patients autistes, de leur famille que des professionnels. Après avoir longuement hésité entre chef d'orchestre et médecin et avoir finalement parfaitement allié les deux, Bernard Gols prône une médecine moins médicale où l'art a toute sa place. Véritable chef d'orchestre dans ses domaines de prédilection, le prénatal, les bébés, l'autisme et l'adoption, il tente de penser et de transmettre une pédopsychiatrie autrement que dans une perspective linéaire et pédiatrique. Rencontrez donc aujourd'hui Bernard Gols, pour qui la pédopsychiatrie est le plus beau métier du monde, parce que c'est un véritable art de la voix, où chaque rencontre est différente. À chaque fois, une nouvelle mélodie et la possibilité toujours renouvelée de composer une nouvelle partition avec la personne rencontrée. Très heureuse de vous rencontrer, Monsieur Gols, malgré votre emploi du temps chargé. Je sais que vous êtes à droite, à gauche sur pas mal de choses ces derniers temps, notamment pour l'Institut contemporain de l'enfance. On en parlera. On en parlera sûrement. Alors, il s'agit de pouvoir retracer votre parcours. Et donc peut-être pour commencer, je vais vous laisser vous présenter votre nom, votre prénom et comment vous définiriez votre activité. Bernard Gols, merci beaucoup Olivia Beaupré de m'avoir proposé cette interview. Oui, j'espère que les trajectoires de vie qu'on peut décrire peuvent aussi aider peut-être des plus jeunes collègues ou des gens qui hésitent ou qui réfléchissent à quelle direction donner à leur propre existence professionnelle. Surtout aujourd'hui peut-être. Voilà, alors on sans faire de confidences excessives. Mon père était médecin, une famille de médecins, et c'était forcément une option possible pour moi. Il était gynécologue, obstétricien. Voilà, c'est intéressant parce que ça revient quand même dans mon intérêt pour le prénatal actuellement. Mais en fait, j'ai vraiment été... Je l'ai dit déjà à plusieurs occasions, puis je l'ai écrit dans différents... publication. J'ai vraiment hésité entre médecin et musicien, et chef d'orchestre. D'accord. Parce que j'ai commencé le piano très tôt. Ma sœur aînée avait commencé avant moi et paraît-il, je ne m'en souviens pas directement, mais je suivais toutes ces leçons en étant caché sous le piano. Voilà, donc la professeure qui venait pour ma sœur a dit à mes parents, écoutez, si ça l'intéresse tant, il ne faut peut-être pas forcément attendre plus. Donc j'ai commencé vers 4 ans et demi, et je n'ai jamais arrêté de ma vie. Et c'est vrai que j'avais envie d'être pianiste peut-être, mais j'avais surtout envie d'être chef d'orchestre.
Et voilà. Dans un registre particulier, très classique ou... Non, à l'époque c'était assez classique, ça fait un petit bout de temps déjà. Hein. Voilà, donc c'était assez classique. Enfin bon, j'ai une formation de piano classique. Bon, je joue aussi du jazz et autre chose, mais c'est une formation classique. Puis vers l'âge de 14-15 ans à peu près, j'ai été voir quelqu'un donc pour devenir chef, savoir comment on faisait pour devenir chef d'orchestre. Je m'en souviens très très bien. C'était avant l'été. Quelqu'un m'a reçu, Hélène Dieudonné, bon, ça dira peut-être quelque chose à certains, et qui m'a fait jouer, qui m'a fait expliquer un petit peu mes motivations, comme vous le faites là, et qui m'a dit, bah écoutez, oui, pourquoi pas, mais vous connaissez 2 clés, parce qu'au piano, il y a la clé de sol pour la main droite, la clé de fa pour la main gauche. Quand on veut être chef d'orchestre, il faut connaître beaucoup plus de clés que ça, et donc revenez me voir en septembre, en sachant lire vraiment bien 4 ou 5 clés différentes. Oui. Et ça m'a paru difficile, mais en fait, je l'ai pas relevé comme un défi. Je me suis dit, enfin c'est comme ça que je me raconte les choses aujourd'hui, je me suis dit, mais si elle me propose quelque chose d'aussi impossible que ça, c'est que peut-être que c'est non dans son esprit. Voilà, alors j'ai pas relevé le défi et j'ai laissé tomber à ce moment-là. Bon, j'y repense souvent, mais en fait, je crois que j'ai pas de regrets. Peut-être que le désir n'était pas suffisamment fort non plus pour m'avoir permis de relever ce challenge. Et voilà, donc je ne suis pas devenu chef d'orchestre, mais j'ai peut-être un peu organisé ma vie par rapport à ça quand même. C'est-à-dire que je pense que s'occuper d'une équipe, c'est un petit peu comme s'occuper d'un orchestre. Oui, tout à fait. Je pense aussi que la question de la musique d'abord, je continue à jouer beaucoup, mais ne m'a pas quitté. Et que peut-être ça sous-tend mon intérêt pour l'émergence du langage chez le bébé. Parce que l'émergence du langage chez le bébé a quelque chose à voir avec la musique du langage, la prosodie, le rythme, le timbre, etc. Et pas simplement les mots, bien entendu. Hein. Le désir même d'entrer dans le langage chez les bébés a beaucoup à voir avec la partie musicale du langage. Et puis c'est vrai que on me le reproche beaucoup dans ma famille, mais peut-être je voyage autant que pourrait voyager un chef d'orchestre. Ah oui, je n'en doute pas. J'adore ça et voilà, ça fait partie de ma vie. Bon, alors après, donc j'ai choisi médecine. Encore une fois, je crois que vraiment c'est sans aucun regret, ça n'a été sans aucun regret. Et très vite quand même, j'ai su que je voulais être pédopsychiatre. Parce que... Alors j'ai eu des personnes très proches, des enfants très proches de moi qui sont morts. Voilà, donc ça a joué. J'ai voulu aller voir d'ailleurs du côté de la pédiatrie aussi. Je savais que je voulais être pédopsychiatre, mais quand même je voulais un petit peu aller voir ce qui se passait du côté de la médecine somatique, la médecine du corps. D'autres personnes adultes de mon entourage ont eu des problèmes psychiques importants. Et donc ça m'a plus attiré vers la psychiatrie. Voilà, mais à l'époque, de toute façon, quand j'ai fait mes études de médecine à Necker, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais on pouvait faire sa spécialisation à la fois en pédiatrie et en pédopsychiatrie. J'ai fait les deux, mais très vite, bon, à la fin de l'internat, j'ai opté vraiment clairement pour pédopsychiatrie. Alors à l'époque, en pédopsychiatrie, quand on se formait donc à l'AP, parce que j'étais atteint des hôpitaux de Paris, de la PHP, il y avait un certain nombre de services de pédopsychiatrie, mais pas en nombre infini, la Salpêtrière, Necker, Saint-Vincent-de-Paul, Bretonneau, des choses comme ça, mais bon. On avait vite fait le tour. Et en fait, je suis passé à Necker, où à l'époque, le chef de service était quelqu'un qu'on a un peu oublié, sans doute maintenant, mais qui a fait beaucoup parler de lui, Pierre Debré-Ritzen, qui cumulait un grand nombre de défauts. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui en tout cas avait une haine absolue contre la psychanalyse. Bon, alors je suis passé là, on pourrait me dire pourquoi tu es passé là, je vous dis, le choix était relativement restreint, mais moi je pense après coup que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a vite montré ce que je ne voulais pas faire. Et justement, lui prônait une espèce de pédopsychiatrie très proche de la neuropédiatrie. Et d'ailleurs, son service ne s'appelait pas pédopsychiatrie, mais psychopédiatrie. D'accord. Mais c'est un mot qui était à lui, un mot qui n'existe pas, qui n'est pas très officiel. Enfin, il voulait vraiment mettre la dimension pédiatrique et neurologique, neuropsychiatrique en avant. D'accord. Et très vite, voilà, j'ai compris que j'avais envie de faire tout à fait autre chose. Et j'ai commencé d'ailleurs mon analyse pendant que j'étais interne chez lui, puis chef de clinique 1 an ou 2 avant d'aller à Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, alors la psychanalyse, les racines de la vocation psychanalytique, vous savez, c'est bien compliqué. Moi, je pense vraiment qu'on choisit les choses
professionnelle à l'adolescence, mais que en fait les choix sont encore bien plus précoces. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à l'enfance des psychiatres d'enfants. Oui, tout à fait. Pour voir un petit peu comment les choses se sont organisées. Moi, je pense que j'ai rencontré dans mon enfance précoce des histoires de dépression maternelle, de problématiques familiales, qui font qu'à ce moment-là, j'ai sans doute, quelque chose s'est enclenché, qui ensuite, à l'adolescence, est devenu plus clair pour moi, plus évidente, notamment en contre. Je ne voulais pas faire cette pédopsychiatrie de Pierre de Bréhézen, donc ce désir d'y voir plus clair dans l'inconscient de soi-même et des autres, m'a occupé. Mais très souvent, je compare l'attention flottante des psychanalystes, oui. C'est-à-dire cette capacité d'être pas seulement dans l'attente, mais dans l'attention, c'est une distinction de Didier Anzieux, ça. L'attente, on attend quelque chose, on sait ce qu'on attend, ça vient ou ça vient pas, ça peut être décevant, mais c'est ciblé. Alors que l'attention est beaucoup plus ouverte. On est dans un état de disponibilité, de réceptivité pour se saisir de quelque chose d'inattendu. On est dans un état intérieur de disponibilité face à quelque chose. On ne sait pas quoi à l'avance, mais si quelque chose surgit, on sera là pour s'en saisir. Une parole d'un analysant qui n'est pas comme d'habitude, une intonation, une façon d'être, une façon de dire, les petites surprises de la communication. Je crois qu'il y a vraiment pas seulement un lien, mais je pense une sorte d'équivalence absolue entre l'attention flottante des psychanalystes tels que Freud l'a précisé et ce que Brazelton a décrit pour les bébés, c'est-à-dire parmi les états de vigilance du bébé, il y a des états où il est très peu disponible quand il dort ou quand il crie, puis entre les deux, Brazelton a décrit 6 ou 7 états de vigilance, et l'état où le bébé est le plus attentif à ce qui l'entoure et le plus capable de se saisir de quelque chose qu'il n'avait pas prévu, c'est ce que Brazelton a appelé l'état de vigilance alerte. Pour moi, il y a une correspondance absolue entre la vigilance alerte du bébé, il en est capable pendant 2-3 minutes, et l'attention flottante des psychanalystes. Alors selon l'école, on fait ça 45 minutes, ou on fait des séances plus courtes, enfin bon, un petit peu plus longues que le bébé quand même. Et je crois qu'on devient psychanalyste à la mesure, en lien avec le bébé qu'on a été, ou pas été, avec sa vigilance, alerte ou moins alerte. Voilà, donc les racines de la psychanalyse, pour moi, c'est du précoce. C'est même pas du profond, c'est du précocissime. Mais après, il faut des occasions dans la vie pour que ça se révèle ou que ça s'extériorise. Peut-être des occasions ou des rencontres. Aussi, des rencontres. Alors c'est vrai que chez Pierre de Bréhézen, quand j'étais interne, j'avais un chef de clinique qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Claude Burstein, qui est à la retraite, mais qui est toujours vivant, et qui a été professeur de pédopsychiatrie à Strasbourg, et qui, lui, m'a montré, dans ce service, où il avait une certaine liberté, comment on pouvait penser la pédopsychiatrie autrement que dans une perspective linéaire et pédiatrique. Oui, puisque vous sentiez que bien sûr. Il y avait une autre façon d'entendre les choses. Ah bah oui. Si je l'avais pas senti, je sais pas ce qu'il y a. Mais vous vous rappelez, oui, c'est ça. Mais par exemple, vous vous rappelez la première fois où vous avez entendu le mot psychanalyse ou lu un livre de psychanalyse? Non, mais ça c'est même avant. Alors c'est quand même pendant les études secondaires. D'accord. Puisque au lycée, en philosophie, en lettres, on parlait de Freud. Oui, c'est vrai. Alors je crois que ces choses-là ont pas mal changé. Mais enfin, à l'époque, on parlait un petit peu de Freud. Et puis ça faisait écho sans doute aux questions que je me posais par rapport à moi-même, par rapport à mon histoire, par rapport à mes 2 branches familiales. Il y avait déjà une accroche là. Oui. D'accord. Oui. Et puis alors, c'est vrai que... on va pas faire une séance. Vous m'avez dit que c'était 1 heure, alors c'est trop long, ça, de toute façon. Mais ces choix-là sont quand même aussi un petit peu en contre. Vous voyez, je viens de vous dire qu'en fait, j'ai choisi une pédopsychiatrie à l'opposé même de celle que proposait Pierre de Bréhézen à Necker. Là aussi, sans aller plus dans les confidences, mais je pense que choisir d'être psychiatre et encore plus psychanalyste, ça n'allait pas tout à fait dans le sens des projets de mon père me concernant. Je redis qu'il était médecin, il était gynécologue, obstétricien. Il m'a laissé faire et je n'ai eu aucune entrave. Mais je sentais bien que si j'avais choisi une médecine plus biologique, plus somatique, il aurait peut-être été un petit peu plus heureux. C'est aussi des choix en positif pour soi et un petit peu en opposition parfois par rapport à l'extérieur.
Comme beaucoup Comme de choix, beaucoup de choses, peut-être. hein. Oui. D'accord, donc du coup, vous êtes parti dans cette orientation-là, Voilà. avec pas mal de stages, de Oui, rencontres. alors oui, alors on peut aussi dire que c'était peut-être en opposition, mais j'ai fait les choses graduellement. C'est-à-dire que pour la pédopsychiatrie, que ce soit contre Pierre de Warezen ou un peu en opposition avec les choix paternels que je pressentais autour de moi, j'ai quand même commencé par une pédopsychiatrie très biologique. Et j'ai fait un doctorat de biologie humaine et un doctorat de sciences qui ne m'ont pas servi à grand-chose par la suite, sauf de me donner une certaine rigueur dans la démarche intellectuelle, de recherche, etc., et méthodologique. Oui. Mais j'ai quand même commencé par une pédopsychiatrie. Je me suis pas dit comme ça au moment même. Hein. Mais aujourd'hui, quand vous m'en reparlez, je me dis c'était une pédopsychiatrie qui était quand même pas trop choquante. Par exemple, pour ceux qui auraient préféré que je sois médecin somaticien. Oui. Puis progressivement, j'ai commencé mon analyse, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin de mon séjour à Necker chez Pierre de Warezen. Et puis là, progressivement, je suis devenu pédopsychiatre et psychanalyste. J'ai fait ma formation à l'Association psychanalytique de France. Donc là, c'est après vos études de médecine? C'est pendant mon clinicat que ça a commencé, cette formation. À la fin de l'internat et au début de ce qu'on appelle le clinicat, c'est les 4 ans qui suivent les stages d'interne en médecine. Voilà, et là, à nouveau, ça revient, cette histoire de médecine très médicale ou pas trop médicale, puisque je me rappelle, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup marqué aussi, avec qui j'avais été parler de mon choix d'analyste. C'était Baïs Alain, qui était responsable d'un service de psychiatrie infanto-juvénile en Île-de-France. Pierre Baïs Alain, qui enseignait à Necker, donc je l'avais rencontré et j'avais senti que là, il y avait quelque chose qui était tout à fait différent de ce qu'on enseignait à la fac traditionnelle. Et j'ai été lui parler de ces 2 lieux. À l'époque, il y avait la SPP, la Société psychanalytique de Paris, et l'Association psychanalytique de France. Et en lui demandant... En fait, j'avais été le voir en pensant que je pourrais faire mon analyse avec lui. Ah oui. Voilà. Mais il a bien senti que c'était pas comme ça que ça pouvait tout à fait se passer, qu'il valait mieux qu'il m'explique un petit peu ce que c'était que ces 2 instances, ces 2 lieux. Et donc à l'époque, la SPP était déjà une grande maison, avec beaucoup plus de monde que l'APF, l'Association psychanalytique de France. Mais dans le cours de la discussion, il m'a dit, mais vous voyez aussi, dans la tradition SPP, depuis longtemps, avec Nacht et d'autres, l'atmosphère est assez médicale. Alors qu'à l'APF, qui est une plus petite maison, Pontalis, La Planche, Anzieux, etc., je me rappelle ces mots, c'est plus littéraire, c'est plus intello, c'est un petit peu plus philosophique. Et ça a fait tilt. Et je me suis dit, donc il faut que je choisisse mon analyste à l'APF plutôt qu'à la SPP, sans compter que dans le fonctionnement de ces 2 lieux, j'avais beaucoup apprécié le fait qu'à l'APF et pas à la SPP, la cure personnelle est hors cursus. Oui. Tout à fait. Parce que j'avais très envie que sur mon analyse ne pèse pas tout le temps la question de savoir si je voulais ou si je ne voulais pas devenir analyste. Je voulais faire déjà mon analyse pour moi-même et puis on verrait après. Voilà, donc le fait que la cure soit hors analyse m'intéressait, me plaisait. Et donc j'ai choisi un analyste à l'APF, Guy Rosolato, sans savoir à l'époque qu'il était fou de musique. D'accord. Il a beaucoup écrit sur la musique, la portée du désir, et ça a été formidable. Oui, une vraie rencontre. Une vraie rencontre. Et avec Didier Anzieux? Alors Didier Anzieux, pour être admis à la formation à l'APF, il fallait, c'est encore comme ça d'ailleurs, il faut rencontrer plusieurs personnes. Et j'ai eu la chance de rencontrer, enfin c'est quand même énorme. Hein. Je ne sais pas si je m'en suis rendu compte à l'époque à quel point c'était une opportunité. J'ai rencontré Anzieux, Pontalis et Vidlecher. Qui ont ensuite ouvert la porte pour que je puisse faire ma formation à l'APF. Et je me souviens de ces 3 entretiens comme si c'était hier. Hein. Comme si c'était hier. Et notamment celui avec Didier Anzieux, d'ailleurs. Et c'est des entretiens qui consistaient à expliquer... voir un petit peu ce qu'on cherche, ce qu'on veut, qui on est, un petit peu plus approfondi que ce que vous faites là avec moi aujourd'hui.
Ah Et oui. plus dans la perspective psychanalytique. Oui. Voilà, mais je m'en souviens comme si j'étais hier, et en particulier celui avec Pontalis. Ouais. Voilà, donc les trois ont dû dire oui, c'était trois hommes, je ne sais pas pourquoi ça s'était fait comme ça. Mais bon. Et après, j'ai commencé mon cursus à l'APF. Bon, alors comme j'étais en même temps chef de clinique, praticien hospitalier, et puis professeur à la fac, c'est tout ça, j'ai pris mon temps. Hein. Alors à l'APF, c'est vrai que il y a bon, la cure, je le redis, est hors cursus. Donc on peut venir de chez n'importe quel analyste, qu'il soit de l'APF ou pas de l'APF. C'est très ouvert, ça me plaisait aussi. Voilà. Mais cette espèce de liberté d'entrée se paye quand même par une relative prudence pour la sortie. C'est-à-dire que le cursus est plus long actuellement qu'à la SPP. À la SPP, on peut faire il faut 2 supervisions dans les 2 cas, mais il faut faire une supervision individuelle et collective. Elles peuvent plus ou moins chevaucher. Donc actuellement, le temps du cursus, le temps moyen du cursus à la SPP est de 5 ou 6 ans à peu près. Alors qu'à l'APF, il faut faire 2 supervisions, mais individuelles, en poussant et successives. Et chacune doit être poussée assez loin quand même pour que se déploie véritablement le jeu transférentiel et contre-transférentiel. Donc le temps moyen actuel de cursus à l'APF est de 12 ans. Ah oui. Voilà, mais moi j'ai fait plus parce que ça s'est engrené avec tout le reste. Mais quand je suis, au bout d'un temps donc long, devenu membre de l'APF, c'était vraiment un plaisir incroyable. Et ça engage en quoi alors, une fois qu'on est reconnu membre ça engage. Je sais pas si le mot engagé me parle vraiment. Là, d'abord, on se sent quand même reconnu dans une formation, dans tout un cheminement. On se sent. Alors, bien entendu, on a vu des patients avant, mais on se sent quand même plus autorisé à les recevoir en tant qu'analyste officiel. Et puis surtout, moi, si j'ai fait ce long cursus, c'était aussi pour la transmission. Parce que je trouve que transmettre, bon, en ce moment l'analyse est en difficulté, hein, on va y revenir, je pense, j'espère, et transmettre quelque chose d'une analyse vivante, ouverte et moderne, pour moi c'est très important, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps là en ce moment, hein, depuis longtemps, et le faire en étant membre officiellement d'une institution comme l'APF, je trouve que ça donne un petit peu plus de poids, de force à ce qu'on fait quand même. Tout à fait. Peut-être on peut faire autrement, mais enfin moi c'était mon choix. Et c'est rigolo que vous insistiez là-dessus, c'est le mot transmission que j'avais noté. Ouais, voilà, moi c'est très important pour moi la problématique de la transmission, les enseignements, transmission du savoir, bon, mais les formations, transmission d'un savoir-être, et pas seulement d'un savoir, et puis la transmission de la psychanalyse, oui. Et puis chez le bébé, les transmissions, enfin chez le bébé, chez les enfants, les transmissions inter- et transgénérationnelles. Et puis moi, de plus en plus, que ce soit dans tous ces champs-là, peut-être on y reviendra, pour moi, la transmission, c'est à double sens. C'est-à-dire que c'est pas simplement du parent vers le bébé il transmet aussi quelque chose. Et dans le cas de la formation ou des enseignements, formation surtout, on transmet quelque chose, mais ce qui se passe en face de nous, chez celui qui reçoit, nous transmet aussi à nous quelque chose, et c'est une boucle interactive. Transmettre, ça vient de transmittere, qui est ce qui se met à travers, c'est vraiment entre. Oui, et puis on ne transmet pas la même chose de la même manière à n'importe qui. Oui. Et pour revenir à la musique, oui. Je pense, là c'était en septembre dernier, je préside une association qui s'appelle l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, et notre congrès européen était consacré à l'incertitude. Et bon, c'est un beau thème. Hein. Oui. Et on a beaucoup travaillé ce thème-là, et notamment autour de la musique et de l'improvisation. D'accord. Hein. Et là, on y revient toujours. Ah, oui. Et l'improvisation, on n'improvise pas, d'ailleurs on ne joue pas non plus, mais en tout cas on n'improvise pas de la même manière en fonction de la personne qui écoute ou qui est là. Oui, hein. oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est peut-être dissymétrique, mais c'est très mutuel. Mm-hmm. Il y a quelque chose de l'autre qui impacte qui impacte ce que l'on transmet et la manière dont on le transmet. C'est pas sans l'autre. C'est pas sans l'autre. Voilà. Pourquoi je vous disais tout ça ? C'est moi qui vous posais la question sur la transmission. Est-ce que vous avez la transmission, utilisé ce mot-là, et ça me semble voilà, donc essentiel. transmission. Bon, être enseignant, être prof à la fac, c'est transmettre donc du côté de l'enseignement. Oui. Et moi, là, j'avais été très marqué. Alors, une personne qu'il faut absolument citer pour moi, c'est Michel Soulet.
Je vous ai parlé des 3 personnes que j'ai rencontrées pour entrer à l'APF. Ça, c'est déjà une chance inouïe. Et les 3 personnes qui m'ont formé, c'est une deuxième chance inouïe, si je puis dire, c'est les Bovici, Soulet et Lietkin. Je ne peux pas trop rêver mieux, quand même. Alors, il se trouve que les racines de la pédopsychiatrie française sont quand même assez marquées par la psychanalyse. Aujourd'hui, on s'en écarte. C'est d'ailleurs, à mon avis, assez risqué. Mais enfin bon, on voit le désastre pour la pédopsychiatrie. Mais enfin, en tout cas, les racines sont assez psychanalytiques en France. Les Bovici, Soulet, Lietkin. Et moi, j'ai dans mon trajet, les 3... Michel Soulet d'abord et avant tout, c'est lui qui m'a vraiment transmis tout ce que j'avais besoin de savoir du point de vue d'une pédopsychiatrie psychodynamique, on va dire, chez l'enfant. Et je l'ai rencontré très tôt, assez tôt, comme interne déjà, puis après, et il m'a confié la responsabilité pendant une dizaine d'années de l'hôpital de jour qu'il avait fondé, Boulevard Brune, où je travaille toujours d'ailleurs, pas dans cet hôpital de jour, mais Boulevard Brune, pour les très jeunes enfants autistes. Il était assez novateur, il avait créé le secteur du 14e arrondissement de Paris. Voilà, et puis plus tard, donc il m'a vraiment transmis la clinique. Et puis une façon de faire les choses avec les équipes. Serge Bovici, que j'ai rencontré un peu plus tard, m'a transmis, lui, plutôt la façon de procéder dans les institutions. Comment on fait pour faire progresser un peu les idées, malgré toutes les résistances, ambivalences ou obstacles qu'on peut rencontrer. Ça m'a été très précieux. Puis c'était quelqu'un de vraiment incroyable, avec, contrairement à ce que peut-être beaucoup de gens pensent, une immense tendresse envers les gens. Et puis Lietkin m'a appris beaucoup de choses. Encore après, je travaille avec lui dans le cadre du journal La psychiatrie de l'enfant, dont j'ai la responsabilité maintenant avec Marie-Rose Moreau. Et il m'a appris plein de choses sous le plan éditorial et la façon de parvenir à ses fins sur certaines choses. Voilà, donc c'est vraiment une grande chance. Mais je reviens à Michel Soulet, parce que l'Institut contemporain de l'enfance, dont on dira peut-être quelques mots après, s'inscrit tout à fait, je m'en rends bien compte, dans ce qu'il prônait, c'est-à-dire, il a été l'un des premiers à dire, dans le champ de la psychiatrie de l'enfant, disons, former des médecins et des psychologues à la faculté, c'est absolument nécessaire, mais c'est l'enseignement, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi former les gens d'autres professions qui ne sont pas à la fac, qui ne sont pas universitarisés, mais qui vont avoir les bébés dans les bras, ou les enfants devant eux, ou les adolescents en face. Bon. Et donc ces personnes-là, il faut les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants, les psychomotriciens, les orthophonistes, les gens de terrain, vraiment. Il faut aussi leur apporter quelque chose. Bon. Donc, il a créé le COPES, Boulevard Brune, là où il avait sa guidance infantile. Le COPES, ça voulait dire Centre d'orientation, d'ouverture ou d'orientation psychosociale, enfin, c'était un mot très large. Et le COPES qui existe toujours, et dont j'ai aussi la responsabilité dans le cadre du CEREP. Et là, finalement, toute ma vie jusqu'à maintenant, j'essaie d'équilibrer les deux choses. Je suis professeur émérite maintenant, mais donc j'ai quand même la charge d'enseignement à la faculté pour les médecins et les psychologues. Mais dans toutes mes activités associatives et de formation, j'essaie de transmettre, de former les autres professionnels. Voilà. Et je trouve que c'est une nécessité. C'est ce que j'ai repris pour l'Institut contemporain de l'enfance. Encore une fois, le transmettre des connaissances, c'est une chose, mais dans la transformation, il y a formation. C'est-à-dire que la formation, elle suppose pas simplement qu'on augmente les connaissances de l'autre, mais qu'on impulse une dynamique interne chez l'autre qui fait que quelque chose va se transformer. Et donc c'est plus du côté du savoir-être. La psychanalyse, d'ailleurs, plus une formation qu'un enseignement. De ce point de vue-là, ça tombe sous le sens. Et alors justement, donc c'est la transmission qui a fait votre orientation et ses différentes responsabilités aussi par la suite, peut-être. Mais c'est-à-dire qu'à la fin de vos études, une fois que vous avez terminé, très rapidement, il est question pour vous d'enseigner en même temps que de pratiquer, soigner. Ah bah oui, mais de toute façon, dans le cursus des études de pédopsychiatrie médicale, après avoir été interne, on est chef de clinique. Oui. Bon, c'est un titre un peu comme ça. Chef de clinique, le titre exact est chef de clinique assistant des universités. Ah oui, c'est bi-appartenant, comme les PUPH, professeurs d'université et praticiens hospitaliers. Donc dès le clinica, on a la double mission de soigner et d'enseigner. Très vite, il y a question d'enseigner aussi. Et ça, je n'ai jamais lâché.
Ça, c'est chouette, parce que c'est vrai que, par exemple, dans le cursus des psychologues... Il n'y a pas ça. Non. Ça viendra peut-être. Peut-être, c'est une idée. C'est intéressant, la double valence, quand même. D'abord, en tout cas, ce qui est sûr, on peut sans doute faire de la clinique sans enseigner, oui. mais je ne crois pas qu'on puisse enseigner sans faire de la clinique, par contre. Je suis entièrement Et d'accord. puis moi, je crois que quand même, c'est ça qui me plaît beaucoup, dans le champ des soins de la psyché, les postures de cliniciens et de chercheurs sont absolument indissociables. Dans les autres sciences, on insiste beaucoup sur le clivage. Un chercheur ne peut pas être un clinicien ne peut pas être un chercheur. Pour nous, ça ne tient pas 2 minutes. C'est-à-dire qu'un clinicien doit être dans une posture de recherche, mais une recherche particulière, c'est-à-dire sans forcément savoir à l'avance ce qu'il cherche. Mais on revient à l'attention flottante ou à la vigilance alerte de Brandleton. Un clinicien, il écoute, il est prêt à l'imprévu, qu'est-ce qui va sortir. Mais c'est une posture de recherche, ça. Oui, tout à fait. Le bébé, d'ailleurs, les recherches sur le bébé sont très impactées par le fonctionnement du bébé lui-même. Et le chercheur, alors c'est peut-être possible dans d'autres disciplines, j'en doute un peu, mais en tout cas dans le champ de la psy, un chercheur qui n'aurait aucune qualité clinique, je ne vois pas sur quoi il va chercher. Ou alors des recherches extrêmement déconnectées, comme on en voit en ce moment. Aujourd'hui, quand vous pensez à la question de l'autisme infantile, par exemple, la plupart des recherches... Parce que moi, si je peux reprendre un petit résumé de tout ça, finalement, les 3 domaines que j'ai surtout investis, c'est le bébé, les troubles du spectre autistique et la question de l'adoption. Sans doute parce que j'avais été, je vous l'ai dit, formé par Michel Soulet, qui, avec Janine Noël, avait été un des pionniers de la question de la réflexion sur les enjeux psychologiques et psychopathologiques de l'adoption en France. Voilà. Donc, comme lui, j'étais longtemps membre du Conseil supérieur d'adoption. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la responsabilité pendant quelques années du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, pour aider les personnes nées sous secret, sous anonymat, les personnes nées sous X, comme on dit parfois, à retrouver quelque chose de leur histoire personnelle. Bon. Donc, bébé, autisme, adoption. Et je vois bien que le lien, sans jeu de mots aucun, le lien qui fait le lien entre ces 3 domaines distincts, c'est le lien. Comment un bébé va mettre en place ses premiers liens, comment les enfants autistes y échouent, totalement ou partiellement, et comment on peut regarder le lien sous un certain angle dans les histoires d'adoption d'un enfant qui construit ses liens avec des parents, des adultes qui ne l'ont pas fabriqué, mais qui vont se positionner pour lui la vie durant comme ses parents. Voilà. Donc il y a une petite obsession, si on peut dire, conceptuelle autour de la question du lien, pour moi. Et je vous disais, dans l'autisme aujourd'hui, on voit des recherches de gens qui n'ont aucune idée cliniquement de ce que c'est qu'un enfant autiste, qui n'ont jamais eu la moindre responsabilité dans la prise en charge, qui n'ont aucune notion de ce que c'est que la souffrance parfois des enfants autistes. Enfin, quand on s'en occupe, on ne peut pas le nier. Alors on a 90% des recherches qui portent sur quoi? Qui portent sur l'autisme de haut niveau et sur les histoires d'Asperger. Je ne dis pas que ça ne mérite pas des recherches, mais elles sont faites par des gens qui n'ont aucun sens clinique, qui n'ont eu aucun contact clinique avec ces patients-là. Donc c'est totalement désincarné. Et pour moi, dans notre domaine, je vous le redis, le clinicien me semble avoir une posture de recherche pour être ouvert à l'inattendu. Et si le chercheur n'est pas clinicien, alors très vite on dérive, on sort du champ. Je ne dis pas que le chercheur doit être clinicien, mais qu'il doit avoir des données cliniques dans la tête. Oui, tout à fait. Oui. C'est pas parce qu'il rencontre des enfants ou des bébés qu'il est clinicien. Mais tout ça, c'est pas dans l'air du temps, hein. Voilà, tout à fait. J'allais dire, en plus, c'est très contemporain, cette question-là. La question de l'autisme, par exemple, c'est très controversé. Une grande partie de ma vie professionnelle, j'ai été beaucoup attaqué là-dessus. Moi, je reste farouchement persuadé que la psychanalyse a quelque chose à dire de l'autisme. Pas en termes de cause, mais en termes d'une place dans les dispositifs de soins pour prendre en charge la souffrance des enfants autistes, qui à certains moments est incommensurable. Et il faut arriver à mieux comprendre cette souffrance, à desserrer les mécanismes autistiques de défense qui se sont mis en place pour permettre au développement de reprendre, et notamment au développement cognitif. Alors il faut des programmes multidimensionnels, mais on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas une place pour la psychanalyse, pas au sens d'un pourquoi, mais au sens d'un comment. Comment on dessert ça, hein. Et aujourd'hui, je suis assez pessimiste parce que il y a beaucoup de psychanalystes qui s'intéressent aux neurosciences, honnêtement et sincèrement. Et il y a très peu de neuroscientifiques qui s'intéressent véritablement à la psychanalyse parce qu'ils n'ont pas le temps non plus. Ils sont sous la pression des publications, de l'impact factor, de production. Bon.
comment est-ce qu'on pourrait leur montrer qu'il y a des questions qu'on peut se poser ensemble, dans une espèce de curiosité mutuelle, hein. C'est très compliqué. Alors les gens répètent inlassablement des choses. Je ne sais pas comment on sort d'un débat comme ça, parce que pour débattre, il faut un tout petit peu s'intéresser à l'autre, hein. D'ailleurs, les personnes qui n'ont aucune notion de psychanalyse, mais qui disent a priori la psychanalyse est nulle, morte et démodée, ils fonctionnent de manière autiste. C'est-à-dire que là, ils ont été contaminés par le sujet. Hein, la pensée de l'autre n'existe pas. Or, si on veut s'occuper correctement des patients autistes, il ne faut pas soi-même être dans une position autistique. Et il faut absolument être dans la transdisciplinarité. Voilà, mais dans ces modèles polyfactoriels transdisciplinaires, il y a une place pour l'éducatif. Vous avez, je crois, interviewé Pierre Delyon, donc il a bien dû vous en parler. Il y a une place pour l'éducatif, il y a une place pour le pédagogique, il y a une place pour le rééducatif, il y a une place pour le soin, parce que le soin permet à l'enfant d'atténuer ses souffrances psychiques et de mieux profiter de tout ce qu'on lui propose par ailleurs. Voilà, donc moi je ne lâcherai jamais là-dessus. Hein. À votre avis, pourquoi c'est précisément la psychanalyse Je ne sais pas si c'est un problème tellement profond ça. Moi je crois que les attaques contre la psychanalyse qui desservent énormément la pédopsychiatrie. Hein. J'ai participé à la rédaction l'année dernière du rapport de la Cour des comptes sur l'offre de soins en pédopsychiatrie. C'est une catastrophe absolue. Bon, c'est pas le sujet du jour, d'aujourd'hui, mais probablement sa coupure trop radicale avec la psychopathologie et la psychanalyse participe intensément à la catastrophe. Hein. Et dans l'esprit des médias, des politiques peut-être, et puis aussi peut-être du grand public, peu à peu la pédopsychiatrie devient une espèce d'équivalent de la pédiatrie ou de la neuropédiatrie. La pédiatrie et la neuropédiatrie sont des disciplines extrêmement respectables, mais on n'a pas les mêmes modèles. Et la pédopsychiatrie, elle a un modèle qui est justement à l'interface du dedans, du dehors, de soi, de l'autre. C'est une merveille. Épistémologiquement parlant, c'est très moderne. Mais on est en train de raboter tout ça parce que comme on a perdu l'ancrage psychanalytique ou psychopathologique, les choses s'appauvrissent beaucoup. Enfin, ce que je voulais dire en tout cas, à propos des attaques contre la psychanalyse, j'ai essayé d'expliquer ça dans mon dernier livre, chez Odile Jacob, la pédopsychiatrie aujourd'hui, ce que les enfants risquent de perdre, les enfants et les familles d'ailleurs. Je pense que ces attaques, je vais vous dire vraiment, ces attaques d'abord sont des attaques contre la psychanalyse, pas seulement dans l'autisme, mais en général. Ces attaques contre la psychanalyse sont en fait des attaques contre le soin psychique en faveur de techniques plus comportementales ou rééducatives ou palliatives. Et ces attaques contre le soin psychique sont en fait des attaques contre les sciences humaines. Alors là, c'est beaucoup plus grave parce qu'on touche à la liberté de penser. Hein, c'était à la liberté tout simplement. Donc il faut... Mais même si la psychanalyse était morte, ce que je ne crois pas parce que sinon elle ne susciterait pas encore de tels remous. Mais même si elle était complètement morte, on aurait le droit de l'enseigner. On apprend bien le latin aux enfants. Pourquoi est-ce qu'il faudrait bannir toute connaissance concernant la psychanalyse ? Je pense que c'est très grave. Mais aujourd'hui, je crois que en fait, les attaques contre la psychanalyse sont en fait des attaques contre le temps qu'il faut pour penser. Et ça dans tous les domaines, pas seulement dans la psychanalyse. On voudrait des réponses immédiates et linéaires et ponctuelles à chaque chose, alors que la psychanalyse, elle suit les arborescences inférentielles et divergentes de la pensée. Hein. Mais en même temps, c'est ça la pensée. Peut-être que la psychanalyse ne peut avoir que cette place un peu en marge. Oui, je crois. Oui, mais alors, d'accord, mais c'est vrai. Freud disait que le jour où il n'y aura plus de résistance, elle sera vraiment morte. Oui. Mais là, c'est un peu trop quand même. Oui. Alors, il y a ça, moi, à mon avis, comme piste de réflexion sur les attaques contre la psychanalyse. C'est vrai qu'on est dans une culture quand même de la rapidité. Hein. Il faut que les choses se fassent vite. C'est vrai dans le développement des enfants aussi. L'expertise, la rapidité, le résultat. Le résultat compte plus que les processus pour atteindre le résultat, alors que c'est passionnant. Il y a 1000 façons de réussir et 1000 façons d'échouer. Et ce qui est intéressant, c'est pas simplement est-ce que je réussis ou est-ce que j'échoue, c'est comment je chemine. Bon, donc tout ça va pas dans le bon sens pour la psychanalyse, qui est trop lente, sans doute, et puis qui respecte le tempo musical, le processus de pensée. Et puis moi, je crois aussi très profondément, en ce moment, on est en train d'y travailler beaucoup à l'APF, dans un atelier de recherche clinique,
avec Christophe Dejour et puis Dominique Suchet, qui est présidente de l'APF actuellement, et puis tout un groupe de personnes. En fait, les effets quand même du néolibéralisme. Oui. Parce que, sans faire de complotisme du tout, les attaques contre la psychanalyse qu'on a vu quand même sous nos yeux se mettre en place depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, je veux dire, sans que les écoles psychanalytiques ne réagissent beaucoup. Hein, sous prétexte de discrétion, de non-engagement dans le cursus, on a regardé la disqualification comme ça se faire sous nos yeux, sans rien dire. Hein. Christophe Dejour pense même qu'il y a presque, il évoque la Boétie, un effet de servitude volontaire. Là. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est laissé comme ça enfermé dans quelque chose qu'on voyait bien que ça allait nous concerner un jour. Ça revient maintenant, évidemment, avec violence. Oui, alors, sans faire de complotisme, il y a quand même quand on regarde les thèses du néolibéralisme, qui sont très construites, hein, c'est pas le fait du hasard, on s'aperçoit que l'ennemi public, tout naturellement, l'ennemi public numéro 1 du néolibéralisme, c'est l'inconscient. Puisque le néolibéralisme fonctionne uniquement sur la concurrence interpersonnelle. Donc tout conflit intrapsychique qui viendrait perturber cette concurrence interpersonnelle, c'est-à-dire la loi du marché, eh bien, devient quelque chose à proscrire. Donc, quand on regarde les écrits, il faut lire le livre de Barbara Stiegler qui s'appelle « Il faut s'adapter », qui est parfait. On voit comment les théoriciens du néolibéralisme ont programmé la mort de la psychanalyse et l'exclusion, le déni plutôt, de tout conflit intrapsychique. Alors moi je crois que, évidemment, ce n'est pas les psychanalystes tout seuls qui vont lutter contre le néolibéralisme. Mais peut-être que ce qui est l'espoir, c'est que dans une atmosphère néolibérale qui est celle-là actuellement, comment est-ce qu'on peut ménager des îlots, des poches de résistance où on peut commencer quand même, où on peut continuer à penser, réfléchir, à transmettre, etc. Voilà, donc moi j'ai la chance cliniquement de travailler au CEREP. C'est une association que je préside, qui avait été fondée par Raymond Kahn, Denise Veil. Il y a 7 ou 8 établissements de soins, il y a 4 hôpitaux de jour, un IME, 3 CMPP, une crèche thérapeutique d'inspiration piclérienne. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, mais c'est intéressant. Et puis il y a un Baby Lab maintenant qu'on a monté. Voilà. Donc là j'ai vraiment aussi une chance. C'est un lieu où les équipes, les directions d'équipe, mais aussi les professionnels de terrain, continuent à penser une pédopsychiatrie humaine, humaniste, et ancrée dans la psychanalyse, peut-être pas au sens strict, mais la psychopathologie, qui vraiment essaie de donner du sens aux symptômes des enfants et de leurs parents, et pas simplement d'appliquer des méthodes plus ou moins linéaires, monotones, opératoires, automatiques et déprimantes. Je veux dire, c'est déprimant. Et alors, les enfants ont besoin de rencontrer des soignants vivants. Parce que les adultes déprimés, ils en ont déjà eu dans leur vie. Ils en ont même ras-le-bol. Donc si on y rencontre des soignants qui ne font qu'appliquer le DSM-5, le CIM-11, des protocoles tout faits, et je prescris, et je veux dire, c'est des soignants qui ne jouent plus avec leur théorie, eh ben, ils rencontrent des soignants déprimés, et ça, ils connaissent déjà, et ça ne peut pas être thérapeutique. Voilà, donc la créativité est indispensable aux soins. C'est pour ça que dans l'Institut contemporain de l'enfance, oui, eh bien, qu'on a fondé donc, avec quelques personnes autour de moi, donc Christine Ascoli, qui a longtemps dirigé le COPES, qui est une élève de Michel Soulet aussi, on a voulu mettre en place un espace pour penser un soin psychique de qualité pour les bébés, les enfants, les adolescents, mais aussi un prendre soin, to care, to cure, un prendre soin pour les bébés, les enfants et les adolescents, qui soit en référence, malgré le contexte, clairement affiché, dans l'ordre que vous voulez, hein, à la psychanalyse, à la pédagogie, à la psychopathologie, et en lien très fort, c'est comme ça que j'y pensais à l'instant, avec le monde de l'art et de la culture, parce qu'il y a des dialectiques à chercher entre créativité thérapeutique et créativité artistique. Et je le redis, quand même là aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut être
efficace dans un soin psychique avec les enfants sans qu'il y ait une liberté de penser, une créativité d'ordre artistique presque. Hein. Oui, c'est mis en avant sur le site d'ailleurs, la question de l'art et de la culture. Je crois beaucoup à ça. Et alors, on a parlé de plusieurs rencontres importantes pour vous d'un point de vue professionnel. Est-ce que, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que là, il y a une rencontre clinique avec un bébé, un enfant, une famille qui vous a beaucoup appris justement, qui a été une vraie rencontre? J'ai écrit, je crois, dans 2 articles, j'ai évoqué une petite fille qui m'a étonné beaucoup. Il se trouve que je vais en reparler là dans un prochain colloque en Belgique, à la Chapelle aux Champs. C'est Tigran Tovmassian qui réfléchit beaucoup autour du concept de tendresse, qui organise ce colloque, et puis j'y participerai. Et j'ai réfléchi que j'allais reparler une 3e fois de cette petite fille, parce que il y a des enfants comme ça, en face desquels on se dit, finalement, je fais ce pourquoi j'étais fait. Quand je suis avec eux. Alors je vous ai dit que j'avais peut-être hésité entre chef d'orchestre et médecin ou psychiatre, mais en fait cette petite fille, heureusement c'est pas le seul cas, mais elle est assez émouvante. En face d'elle, je me disais, mais finalement, voilà, pédopsychiatre, psychothérapeute, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je l'ai fait. C'est un peu bolasse, hein. C'est-à-dire il y a des enfants qui sont des objets transformationnels et qui nous donnent accès à notre vrai self. Parce que le faux self, c'est facile, mais le vrai self, savoir exactement quand on est vraiment à sa place pour faire ce pourquoi on était fait. Quand ça arrive, c'est magnifique. Alors elle, c'était une petite fille qui avait 7-8 ans, je crois, c'était un équerre, qui venait d'avoir un petit frère qui était très intelligente, peut-être un peu précoce, comme on dit aujourd'hui, enfin très intelligente, peut-être un peu précoce quand même, parce que vous allez voir ce qu'elle m'a dit quand même, et à 7-8 ans. Et en tout cas, elle était très jalouse du petit frère qui venait de naître, en tout cas. C'était assez banal, mais elle était dans des positions un petit peu hypomaniaques, hein, c'est-à-dire déprimée, mais ça s'exprimait surtout sur je sais tout, je peux tout, je veux tout, je sais que mieux que toi, etc. etc. Bon. Bref, on avait décidé d'une thérapie à Necker. Je me rappelle très bien, je la voyais le samedi matin. Le samedi matin, les services sont toujours un petit peu plus... Il y a moins de monde, un petit peu plus calme. La mère était très demandeuse de cette thérapie pour sa fille, le père un petit peu moins. Enfin, c'est quand même le père qui l'amenait, qui attendait dans la salle d'attente. Et puis, on parlait. Elle était amusante. Quand elle était d'accord, elle avait souvent une queue de cheval. Et quand elle n'était pas d'accord avec ce que je disais, elle haussait les épaules, elle secouait sa queue de cheval, comme ça dehors. Bref, on parlait. Je lui faisais remarquer que peut-être que quand on dit je sais tout, je peux tout, je veux tout, c'est que justement on n'est peut-être pas tout à fait sûr de ça et qu'on a besoin de se rassurer. Bon. Et finalement, au bout de quelques semaines, elle s'est mise à plus tellement parler. Et un jour, elle me dit, je vous ai remarqué qu'on parlait moins peut-être qu'avant, et elle me dit, est-ce que je peux venir sur tes genoux? Elle a 7-8 ans. Bon, là, je dois dire que j'ai eu une urgence interne. Hein. Ah oui. Parce que je me disais, on n'était pas encore à l'époque actuelle où il y a des pédophiles signalés toutes les 2 minutes, mais quand même, je me suis dit, si le papa est là, qui n'était pas tellement pour la thérapie, voilà, et que la petite fille lui dit, en fait, je passe mes séances sur les genoux de M. Gold, je ne savais pas trop quel effet ça allait donner, mais il fallait que je prenne une décision rapidement. Donc je lui ai dit, écoute, si vraiment tu en as besoin, on va faire ça comme ça, mais c'est certain que c'est pas quelque chose qui va pouvoir durer très très longtemps, parce qu'il faut qu'on retrouve notre capacité de se parler comme on parlait auparavant. Alors elle est quand même venue sur mes genoux, je crois 2-3 fois en tout. Et puis là, elle a repris d'ailleurs sa parole, mais évidemment, on était dans une atmosphère rapprochée, transférentiellement très oedipienne. Elle m'a fait remarquer ma bague en me disant « Mais t'es marié, toi ?» Alors j'ai fait comme j'ai appris, je ne lui ai pas répondu, mais je lui ai dit tu veux savoir beaucoup de choses, décidément, sur M. Gold. Hein. Et puis, elle dessinait,
Et elle dessinait des avions, parce qu'elle voulait être pilote de chasse, ce qui n'était pas forcément courant chez les petites filles. Hein. À l'époque, en tout cas, mais même je crois maintenant. Mais bon. Elle voulait être pilote. Il y en a des femmes pilotes de chasse, enfin, il n'y en a pas 36. Donc elle voulait être pilote de chasse. Alors elle était sur mes genoux, elle dessinait, et puis je lui ai dit ah oui, savoir voler, partir, aller loin, peut-être du petit frère, de la famille. Alors, coup de cheval, pas du tout. C'est pas ça. Et je lui dis, mais écoute, de toute façon, moi, je ne sais pas regarder un enfant dessiner sans me demander ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Et elle me répond, 7 ans, bah, un peu plus, bah, parce que c'est ton métier. Voilà tout. Première chose. Deuxième chose, bon, on arrive à l'été, ensuite bon, elle reprend, l'échange reprend, et puis elle quitte mes genoux au bout d'un certain temps, de 3-4 séances peut-être. Et puis on arrive à l'été, et puis on se dit qu'on allait se revoir après les grandes vacances. Et puis, au retour des grandes vacances, les deux parents me disent qu'elle allait mieux. Je reçois la petite fille et je lui dis alors, oui, bon, elle me raconte ses vacances et qu'elle allait, je lui dis, c'est pas tes parents ont l'air de penser que tu vas mieux. Bah, si tu vas mieux, d'abord j'en suis très heureux pour toi et puis il faut qu'on décide si on continue à se voir ou pas se voir. C'est vraiment toi qui dois décider. Je lui ai fait remarquer d'ailleurs que c'est quelque chose que je crois très important du point de vue technique, c'est que les enfants ne décident pas du début. Souvent d'une cure psychopsychanalytique, et que moi j'aime bien les laisser mettre de la fin par contre. Voilà. Donc c'est à toi de dire, je lui dis, c'est à toi de dire si tout va bien, bah, tant mieux. Est-ce que vraiment il faut qu'on continue ou pas continuer? Et elle me répond droit dans les yeux, elle avait 2 mois de plus, 7 ans toujours, presque 8, et elle me dit, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une raison pour venir te voir. C'est beau ça. Ah oui, c'est beau. C'est-à-dire qu'elle avait, malgré son âge jeune quand même, senti toute la dimension transférentielle, contre-transférentielle. Qu'est-ce que c'est que le métier de l'autre qui regarde un enfant dessiner et qui se demande ce qui se passe dans la tête de l'enfant? Pourquoi il faut une raison, un symptôme ou une souffrance pour venir voir quelqu'un si on a envie de parler? Enfin, je veux dire, et là, je me suis dit, ben voilà, je suis pas chef d'orchestre, mais je crois que je fais ce que j'avais envie de faire, vraiment. Ça, c'est une rencontre. Ouais. Et alors, elle est restée quelques temps encore un petit peu, je vous rassure. Ah oui. Pas très longtemps, mais encore un petit peu. Et c'est là où justement on entend la dimension complètement différente du soin aujourd'hui tel qu'il est mis en avant. Ça, je crois que c'est clair. Voilà, mais je pense aussi que dans les différentes raisons qui font que la pédopsychiatrie va mal, je vous ai dit sa coupure progressive et de plus en plus forte avec ses racines psychopathologiques ou psychanalytiques. Bon, en France, à l'époque du secteur, c'était pas comme ça. Mais quand vous avez dit, quelque chose m'est venu à l'esprit là qui m'échappe, vous avez dit, par rapport aux techniques d'aujourd'hui, oui, par rapport à cette crise de la pédopsychiatrie, l'attractivité a beaucoup baissé aussi pour les étudiants, pour toute une série de raisons. D'abord parce que ça va mieux maintenant, mais peut-être que la maquette qui permet de se spécialiser en pédopsychiatrie, le DESC puis le DES maintenant, n'était pas très bien pensée et ça venait trop tôt le choix, à un moment où les étudiants, les internes ne pouvaient pas encore vraiment faire un choix comme ça, d'autant plus qu'ils avaient très peu rencontré la pédopsychiatrie pendant le 2e cycle de leurs études médicales, donc après on leur demandait de choisir trop tôt quelque chose qu'ils ne pouvaient pas choisir dans ces conditions, mais aussi les internes voit bien ce qui se passe, que la recherche en pédopsychiatrie n'est pas très bien financée, oui. Que donc les moyens de que la production d'articles scientifiques est moindre que dans l'autre discipline, que les revues pédopsychiatriques ou psychanalytiques ont très peu d'impact factor, alors qu'aujourd'hui on les gave de cette histoire d'impact factor. Voilà, donc tout ça ne va pas dans le bon sens, mais dans la baisse de l'attractivité pour la filière, je crois qu'il y a aussi cette question de qu'est-ce qu'on leur enseigne. Si on leur enseigne que si les classifications internationales, le DSM-5 ou le CIM-11 deviennent des manuels de remplacent les manuels de psychopathologie, c'est pas très attractif non plus. Et ils ont besoin qu'on leur raconte des histoires cliniques et qu'on leur fasse sentir l'importance de ce qu'ils ressentent, l'importance de ce que l'autre éprouve. Voilà, tout ça, c'est noyé dans un fatras.
mon livre, le livre dont je vous ai parlé, La pédopsychiatrie aujourd'hui chez Odile Jacob, moi je voulais que ça s'appelle La pédopsychiatrie, le plus beau métier du monde. Voilà. C'est Odile Jacob qui n'était pas très pour. Voilà. Mais enfin bon, ça aurait pu. Oui, tout à fait. C'est un métier fantastique. Fantastique, parce que chaque cas est différent, justement. Et alors que les prescriptions médicales aujourd'hui visent à faire qu'on puisse aborder chaque cas de la même manière. Non, chaque cas est différent, et c'est justement ça qui fait le plaisir de la rencontre. C'est toute la richesse, mais toute la difficulté, c'est que ça vient nous chercher dans chaque rencontre. Oui. Et puis c'est vrai que même quand on a choisi d'être pédopsychiatre ou psychologue ou psychanalyste, je veux dire, on n'est pas... Se laisser déranger dans ces positions primitives, anxieuses ou dépressives, c'est pas forcément facile non plus. Voilà, bien sûr, c'est très intéressant, mais ça peut être un peu douloureux aussi parfois. Bien sûr. Mais voilà, mais c'est aussi la beauté du truc. Hein. Est-ce que vous diriez donc que vous êtes plutôt optimiste pour une clinique auprès des enfants qui maintient cette éthique? L'optimisme, il ne faut pas attendre d'être optimiste. Hein. L'optimisme, je dis souvent, ça se décrète, parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Hein. Voilà, alors j'ai décidé d'être optimiste en fondant l'Institut contemporain de l'enfance, par exemple. Voilà, j'ai décidé d'être optimiste parce que je pense qu'on est tellement bas là où on est, que soit la pédopsychiatrie meurt, soit elle remonte. Quand on touche le fond de la piscine, il y a quand même une chance de pouvoir remonter. Oui. Voilà, donc j'y crois, je pense que finalement les choses justes, intéressantes, finissent par quand même se faire une place. Moi, je suis optimiste aussi parce que j'ai deux idées qui me viennent là. D'une part, les internes. Aujourd'hui, quand on leur parle d'autre chose que du DSM-5 et du CRM11, ils ont quand même les yeux qui brillent. Quand on leur parle d'anthropologie, de philosophie, de linguistique, de sociologie, etc., ils se rendent bien compte que quand même, là, il y a un trésor aussi. Et puis, je suis peut-être optimiste aussi, parce que je crois que beaucoup dans l'épigénèse. La génétique, c'est une chose. Hein, le XXe siècle y a consacré l'essentiel de ses forces. Le XXIe sera peut-être pas les génétiques au sens strict, mais l'épigénèse, c'est-à-dire la manière dont l'environnement, non pas modifie nos gènes, mais influence l'expression de notre génome. Et là, on va peut-être découvrir des choses fabuleuses qui redonneront beaucoup d'intérêt et de force dans le grand public à la psychanalyse, aux psychothérapies, à la relation. La relation a peut-être, sans doute, j'en suis sûr, des effets épigénétiques. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour croire à la psychanalyse, à la relation et à la thérapie. Mais si les médias, si le grand public, si nos décideurs ont besoin de preuves pour y croire, peut-être que ça leur permettra d'y croire ou d'y recroire. Voilà, l'optimisme. Eh bien, écoutez, merci pour cet échange et pour votre optimisme engagé. J'espère qu'il est contagieux. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Comment être efficace dans le soin psychique avec les enfants sans créativité d'ordre artistique ? Bernard Gols l'affirme, on ne peut avoir de réponse immédiate et linéaire en pédopsychiatrie, au risque de privilégier la rapidité, l'expertise, le résultat, plutôt que de prendre le temps du cheminement, d'être attentif au tempo et au rythme de la pensée. Il milite pour une pédopsychiatrie humaine qui tente de donner du sens aux symptômes sans appliquer des méthodes linéaires, monotones, opératoires, automatiques et déprimantes, comme il le dit. Prendre le temps de la mélodie, de l'improvisation, être disponible pour ce qui surgit parfois d'inattendu, c'est comme en musique. Faire de la portée, ici celle du désir, la base de la partition de nos rencontres. Histoire de psy, ça vous a plu ? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.